La classification des espèces les unes par rapport aux autres vaut aussi bien pour les espèces actuelles que pour celles du passé, qui ont pu être retrouvées à travers le temps dans la roche, le pergélisol, l'ambre, le bitume, et retrouvées sous forme pétrifiée, congelée ou même momifiée. Les fossiles sont des traces d'organismes anciens conservés dans des roches sédimentaires. Un sédiment, c'est un ensemble de particules solides qui étaient antérieurement en suspension dans l'eau et qui a fini par se déposer sous l'effet de la pesanteur. Avec le temps, un phénomène qui est nommé diagénèse se produit et il consiste en une compaction de ces sédiments en une roche solide, parfois autour d'un organisme mort, et c'est ce qui l'isolera dans une sorte de cocon qui participera finalement à la formation d'un futur fossile en le protégeant du reste de l'environnement. La stratigraphie, qui consiste à étudier la superposition des couches géologiques, nous aide finalement à dater ces fossiles et à les replacer dans le temps. En fait, plus la couche est profonde, plus elle est ancienne, avec bien sûr des exceptions dont les géologues détiennent les secrets. Des cartes des roches à l'échelle du monde ont été cartographiées au fil du temps, et ils sont consultables d'ailleurs assez facilement en ligne. Lorsque l'étude stratigraphique est difficile, l'inverse est également possible, c'est-à-dire regarder si le fossile d'intérêt est délimité par des fossiles stratigraphiques, des fossiles connus comme étant toujours situés dans des couches stratigraphiques particulières. À l'échelle de l'histoire de la civilisation humaine, différentes couches sont déjà identifiables en fonction de l'ancienneté des artefacts ou d'ossements retrouvés, qui sont étudiés par l'archéologie. À l'échelle des fossiles d'organismes anciens, on a encore plus de couches, mais elles sont cette fois étudiées par la paléontologie. La plupart du temps, ce que retrouvent les paléontologues sont les restes des parties solides les plus résistantes, comme des os ou des coquilles. On ne retrouve d'ailleurs pas seulement que des grands ossements, il existe aussi des fossiles microscopiques ou microfossiles qui sont invisibles à l'œil nu et qui donnent des informations assez précieuses finalement sur l'évolution des micro-organismes et sur les environnements anciens. Un exemple, c'est le coccolithophore, utilisé comme un fossile stratigraphique. Les plus anciennes couches d'ailleurs où il est retrouvé, c'est celles associées au Trias, donc assez loin dans l'échelle géologique. Dans de rares cas, plus que des os ou des coquilles, des tissus mous sont également présents, que ce soit pour des vertébrés qui accompagnent souvent leur squelette, mais aussi pour des invertébrés, des plantes ou des protistes, des organismes unicellulaires. Alors, pour les tissus mous fossilisés, on peut avoir certains fossiles qui préservent des plumes, de la peau ou des poils. Et même plus exceptionnellement, parfois on découvre des muscles fossilisés, voire des empreintes d'organes internes. Parfois même des organismes entiers, presque entièrement conservés dans leur anatomie, mais par contre moins au niveau des molécules, l'ADN par exemple se dégradant assez rapidement. Ces cas sont rares parce que les tissus mous se dégradent rapidement. Leur préservation nécessite en fait des conditions qui sont assez particulières, comme une absence d'oxygène, une minéralisation rapide ou même une congélation. Plus récemment, des études histologiques, c'est-à-dire l'étude des tissus au niveau microscopique, a même pu être réalisée sur certains ossements, allant jusqu'à retrouver des cellules, des noyaux des cellules et même de la matière organique comme certaines protéines. On a vu des structures qui sont fossilisées, mais il existe aussi des formes indirectes de cette conservation. L'endocaste par exemple. L'endocaste, c'est l'empreinte laissée par le cerveau à l'intérieur de la cavité crânienne. Quand les sédiments se minéralisent dans le crâne, ils en prennent la forme, une sorte de fossilisation fantôme. Le cerveau a disparu, mais sa trace est restée. Maintenant, aujourd'hui, grâce aux scanners et à l'imagerie en 3D, on peut reconstruire ces endocastes sans même abîmer les fossiles. C'est une sorte d'exploration non invasive. On peut donc parler d'une sorte de fossilisation fantôme. Le cerveau lui-même a disparu, mais sa trace est restée, ce qui permet de pratiquer une discipline, la neuroanatomie, comparée par rapport aux autres espèces connues. Maintenant, j'aimerais parler jusqu'à la fin de la vidéo de l'évolution des espèces. Je laisse ceux qui ne veulent pas en entendre parler quitter la vidéo, tout simplement, en m'excusant de cette discrimination pour cette audience. Je sais que c'est pas partagé par tout le monde, mais pour moi, et en tout cas la communauté scientifique, c'est vraiment une notion qui est fondamentale
et qui nous aide mieux à comprendre les fondements finalement du vivant et la construction comme une discipline scientifique de ce qu'est la biologie. Revenons rapidement au développement de cette théorie. Initialement, on n'avait qu'une seule théorie, le fixisme, qui énonçait qu'il n'y avait pas de transformation des espèces végétales ou animales, ni d'évolution de l'univers depuis sa création. Elle suppose que le monde dans lequel l'homme vit est stable, on parle de créationnisme, ou revient toujours dans le même état selon des cycles. Dans son opposition, le transformisme, appelé aussi transmutation des espèces, est une théorie biologique qui a été créée par Jean-Baptiste de Lamarck. Il a formulé la première théorie transformiste existante, c'est ce qu'on appelle le lamarckisme. Il repose sur l'hérédité des caractères acquis. Il voit dans le vivant un système qui réagit de lui-même aux influences du milieu et capable de mettre des fonctions en accord avec celles-ci. Je souhaite préciser par ailleurs que dans un de ses principaux ouvrages, Philosophie zoologique, Lamarck mentionne finalement 3 fois la création divine par la métonymie auteur suprême. Donc lui-même finalement n'était pas athée. Le lamarckisme est supplanté par la suite par le darwinisme, une autre théorie transformiste, mais qui ne fait pas une distinction claire entre la transmission des caractères acquis et celle des caractères héréditaires, mais repose sur le principe de la sélection naturelle. Le moteur de l'évolution biologique serait cette sélection naturelle, qui expliquerait que la transformation des espèces n'est pas due au vivant réagissant de lui-même, mais au hasard dans la conception initiale de l'individu d'un avantage reproductif par rapport à son environnement qui peut lui-même se modifier. L'évolutionnisme, c'est donc une théorie fortuitiste, c'est-à-dire qui a un rôle du hasard et de la contingence, et matérialiste. Le processus de cette sélection naturelle n'est pas forcément décisif dans la vie de l'individu, mais il peut simplement lui procurer une probabilité légèrement plus forte de se reproduire, même d'ailleurs pas forcément de vivre plus longtemps. La minime différence en fait de probabilité sur une seule génération devient au fur et à mesure significative avec l'augmentation des générations successives, de sorte que la population finale dont est issu l'individu se modifie avec le temps en faveur de ces individus qui sont plus adaptés et surtout plus fertiles. Quand je dis plus fertiles, c'est tout simplement qu'ils ont l'occasion de se reproduire. S'ils sont morts, ce ne sera pas le cas. Les individus qui sont issus de cette population vont alors potentiellement se mettre à occuper un autre environnement ou une autre niche écologique que ceux initiaux. Ils vont diverger progressivement et par conséquence moins se reproduire avec l'autre groupe d'individus. Ils vont alors dériver l'un de l'autre génétiquement en accumulant finalement au fur et à mesure des mutations différentes sans qu'elles soient partagées par un métissage. Et puis après plusieurs générations, ils seront devenus complètement incapables d'engendrer une fécondation l'un avec l'autre. C'est ce qu'on appelle la spéciation ou la genèse d'une nouvelle espèce. En vue de ces nouvelles considérations, le mot origine que j'ai pu employer dans mes précédentes vidéos, en fait prend cette fois un nouveau sens. Les caractères qu'on observe dans un clade ne concernent finalement pas qu'une origine partagée par des caractères histologiques qui se seraient développés de manière commune au cours de l'embryologie, mais en fait il s'agit bien d'une filiation commune qui est partagée par toutes les espèces. Cette filiation, un peu comme un arbre généalogique, remonte alors à un ancêtre commun hypothétique qu'on nomme le plus ancien ancêtre commun, ou LUCA en anglais. Les nœuds que nous avons observés plus tôt dans les arbres phylogénétiques correspondent à chaque ancêtre commun hypothétique de ces clades. De là dérivent 2 concepts très liés. Un groupe est dit paraphylétique quand il ne rassemble pas tous les descendants d'une espèce souche qu'il contient, et monophylétique s'il contient l'espèce souche dont descendent tous ses membres. Un groupe monophylétique est synonyme d'un clade, que nous avons vu un petit peu plus tôt. Nous avons aussi parlé des gènes précédemment. De la même manière, 2 gènes sont dits homologues s'ils partagent une origine commune. L'étude de ces gènes et leur fonctionnement a donné naissance à un autre champ de recherche qu'on appelle EvoDevo, pour évolution du développement. L'EvoDevo s'intéresse à la façon dont des modifications dans les gènes, mais surtout dans leur régulation, quand, où et combien un gène s'exprime, produisent des changements morphologiques observés au cours de l'évolution. Souvent, ce n'est pas la protéine en elle-même qui change, mais la manière et le moment où elle est exprimée. Le rôle de l'étude des gènes homéotiques est crucial dans ce domaine, comme on a vu précédemment. Une autre chose importante que je voulais préciser, c'est que les arbres phylogénétiques ont aussi pu prendre, grâce à l'évolutionnisme, une dimension quantitative, en plus de la dimension qualitative de simple classification. Cela prend place par le principe de l'horloge moléculaire. Quelle que soit l'espèce, l'ADN accumule des mutations
un très grand nombre de fois à chaque seconde qui passe. Dans une seconde, peut-être, chacune des cellules de votre organisme vont acquérir des centaines et des centaines de mutations, qui seront en fait corrigées et réparées par la cellule. Cependant, ces réparations ne se font pas toujours, et en considérant que ce taux de mutation s'accumule au hasard mais à une vitesse moyenne constante sur de longues périodes, on peut dire combien il y aura de mutations en une période de temps donnée. On peut alors déduire le temps, finalement, qui les sépare de leur ancêtre commun. Cette datation peut se faire pour les espèces qui sont vivantes, mais pour les espèces fossiles, la datation est qualitative par l'utilisation de la stratigraphie, comme on l'a vu, mais elle peut aussi être quantitative en utilisant une datation radiométrique. Depuis Darwin, la théorie de l'évolution a beaucoup évolué. Elle incorpore des théories imbriquées les unes dans les autres, dont la plus récente c'est la théorie synthétique étendue, qui elle-même incorpore la théorie synthétique moderne, qui elle-même ajoutait à la théorie de la sélection naturelle de Darwin les bases de la génétique à l'échelle d'un individu, ce qu'on appelle génétique mendélienne, et la génétique des populations. En fait, ça fait bientôt un siècle et demi de développement de cette théorie, et en plus de ces éléments, la théorie actuelle incorpore aussi les dévots qu'on vient de voir, l'épigénétique, l'assimilation génétique, mais aussi l'évolvabilité, la plasticité phénotypique, l'évolution réticulée, les transferts de gènes horizontaux, la symbiogénèse et d'autres. Je ne vais pas tout détailler, mais voilà, c'est pour dire que c'est une théorie assez solide, qui s'est vraiment bien développée et qui est ancrée dans le XXIe siècle. C'est pas juste une théorie qui date du temps de Darwin et qui n'a pas évolué depuis. La théorie de l'évolution va donc bien au-delà de la cladistique, qu'on avait vu auparavant. Une des applications de cette théorie, c'est la compréhension d'organes qu'on définit comme vestigiaux, c'est-à-dire témoins de l'histoire évolutive et des caractéristiques héritées de nos ancêtres. Pour que ce soit plus concret, je vais vous donner un exemple. Chez les humains, on possède encore des muscles auriculaires, c'est-à-dire dans l'oreille, qui sont capables normalement de faire bouger les oreilles, comme chez de nombreux mammifères, mais cette fonction, elle est aujourd'hui perdue chez la majorité des individus. Il y a quand même quelques exceptions qui persistent. Le cerveau humain, d'ailleurs, il conserve chez tous les individus une aire sensorielle qui est dédiée à ces muscles. Pendant le développement embryonnaire, l'être humain il présente aussi une queue qui est visible. Entre la 5e et 6e semaine de grossesse, l'extrémité du tronc en fait se prolonge par une structure qui comporte 10 à 12 vertèbres caudales, ce qui est pas mal. Et cette queue va régresser ensuite pour laisser juste 3 à 5 vertèbres en plus qui sont fusionnées. Ça va être le coccyx. Enfin, l'humain possède ce qu'on appelle un organe voméronasal ou système olfactif accessoire que l'on retrouve chez tous les tétrapodes et qui sert en fait à détecter les phéromones. Cependant, chez l'homme, cet organe, il est présent anatomiquement, mais non fonctionnel, parce qu'il est en fait relié à aucun neurone. Ces structures vestigiales rappellent que notre corps conserve les traces de son passé évolutif, même lorsque leur fonction originelle a disparu. Une autre notion intéressante est l'atavisme, qui désigne la réapparition chez un individu d'un caractère ancestral qui a normalement disparu depuis des générations au sein de son espèce. Ce phénomène illustre le fait que tous les êtres vivants portent dans leur ADN une immense bibliothèque de gènes, dont certains en fait ne s'expriment plus mais demeurent quand même présents. Ces gènes dormants peuvent rester silencieux pendant des millions d'années sans être effacés du génome. Parfois, une mutation ou une erreur de régulation génétique suffit à juste les réactiver et provoque le retour d'un caractère ancien hérité d'un ancêtre lointain. C'est par ce phénomène, par exemple, que peuvent apparaître des chevaux qui ont plusieurs doigts, pas juste un sabot, ou des serpents avec des ébauches de pattes. En fait, de véritables fenêtres ouvertes sur notre passé évolutif. Un autre phénomène annexe à l'atavisme, c'est la néoténie. Elle correspond à la conservation à l'âge adulte de caractères juvéniles, c'est-à-dire de l'enfant, qui sont normalement perdus au cours du développement de l'individu. L'un des exemples le plus connus, c'est celui de l'axolotl, un amphibien du Mexique capable de grandir et de se reproduire tout en restant à l'état larvaire, en fait sans jamais subir de métamorphose. Ce maintien à l'état juvénile est dû à l'atrophie de la glande thyroïde qui ne produit pas assez de thyroxine chez l'animal. L'hormone est responsable de la métamorphose chez les autres amphibiens. Mais du coup, elle est manquante chez cet animal. Si on prend un axolotl et qu'on le complémente en hormones thyroïdiennes, comme les autres amphibiens pendant son développement, il peut alors se rapprocher d'une apparence adulte, qui ressemble à un gros triton. Alors ce qui est assez extraordinaire avec ça, c'est que même chez l'être humain, on observe également une forme de néoténie. La morphologie du crâne adulte présente plusieurs caractéristiques que l'on retrouve chez les chimpanzés juvéniles,
nos plus proches cousins avec lesquels on partage environ 98,8% de notre patrimoine génétique, presque 100%. Cette ressemblance témoigne d'une évolution au cours de laquelle certains traits juvéniles ont été conservés chez l'adulte, contribuant notamment à la forme particulière de notre visage et aussi à notre développement cérébral prolongé par rapport aux chimpanzés, mais d'ailleurs par rapport aussi à d'autres espèces, et surtout d'autres mammifères. Tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant, ça fait référence à l'évolutionnisme. Cependant, des études récentes porteraient à reconsidérer le lamarckisme, qu'on a vu juste tout à l'heure, en un nouveau courant qui serait nommé le néolamarckisme, et il correspondrait à une transmission des caractères acquis, mais cette fois prouvés par des arguments de biologie moléculaire. Ces études se basent donc sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est un ensemble de mécanismes au sein de la cellule qui modifient l'expression des gènes sans changer la séquence de l'ADN, donc la transmission d'un nouveau caractère des parents vers l'enfant sans mutation génétique. Une étude a d'ailleurs montré que les cellules de l'épididyme, un petit organe qui est accolé aux testicules, libèrent des exosomes, c'est des petites vésicules extracellulaires qui contiennent pas mal de molécules, dont des micro-ARN, c'est des molécules qui contiennent un message génétique qui est comme une réponse à l'environnement. Ces exosomes, qui contiennent les micro-ARN, sont ensuite internalisés par le spermatozoïde et ils vont les transmettre après fécondation avec l'ovule à la cellule œuf. Les micro-ARN ainsi transmis à la cellule œuf influencent alors l'expression des gènes du futur embryon. L'ensemble de toutes ces recherches implique des nouvelles connaissances sur le fonctionnement de la vie, son passé et sa place dans l'échelle de notre monde. Au niveau scientifique, l'histoire et l'archéologie étudient les traces humaines du passé, la biologie et la paléontologie étudient l'histoire du vivant, la géologie étudie l'histoire de la Terre, l'astronomie l'histoire des étoiles et des planètes, la cosmologie et la physique l'histoire de la matière et de l'univers. Là, on a fait le tour. J'aimerais d'ailleurs conclure que la théorie du Big Bang, de l'origine de l'univers, a été théorisée par Lemaître qui était un homme de l'Église, donc un croyant affirmé. Il ne faudrait donc pas penser que religion et science soient incompatibles. Les convictions de l'un n'éloignent pas forcément de l'autre. Je vous remercie particulièrement d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous dire à bientôt pour la prochaine. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright.